tous, bienvenue dans ce second épisode de la saison 2 des Curious Buzz. L'année commence sur les chapeaux de roue, mais aujourd'hui on ne sera pas sur des roues, mais on sera sur l'eau, puisque nous vous amenons dans les locaux de Teiva. Teiva qui va être notre invité aujourd'hui sur le plateau des Curious Buzz. Alors, on n'est pas vraiment sur l'eau aujourd'hui puisqu'on est dans ses bureaux, mais Teiva, si vous le suivez sur les réseaux sociaux, vous le voyez principalement dans le lagon ou sur l'océan. C'est un navigateur réputé qui a décidé, au travers de son projet d'entrepreneuriat, de transmettre son amour de la mer et de la navigation traditionnelle polynésienne, mais aussi de mixer ça avec de nouvelles idées, de nouveaux concepts et de nouveaux projets. Une entreprise donc, qui foisonne d'idées et qui s'inscrit en même temps dans une très longue tradition. Et nous allons en parler un petit peu plus tous ensemble avec Teiva, donc mon invité aujourd'hui. Teiva, Yolana. Yolana, Philippe. Comment ça va? Ça va bien, en forme pour lundi. Ouais. Alors, Teiva, merci de nous accueillir dans tes locaux aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'espace dans lequel on est? Oui, donc, en fait, c'est un espace qu'on loue à une société. En fait, elle fait 130 mètres carrés. Et au-delà du fait qu'on ait nos bureaux et notre gestion, en fait, on fait aussi de l'accueil de petites startups, donc du coworking pour qu'ils puissent se lancer et puis qu'ils puissent minimiser un peu leurs frais leurs frais divers, surtout pour le lancement de leur société. Donc ça fait plaisir de pouvoir échanger un petit peu avec eux et puis les accueillir, voilà, tout simplement. Super. Et donc, juste avant qu'on commence l'épisode, tu me disais donc une des parties du bureau, c'est un peu un Fab Lab, donc qui permet à ceux qui ont besoin de faire l'impression 3D, etc. Voilà, donc on a un de nos amis, on va dire colocataires, qui produit tout ce qui est impression 3D et qui accueille aussi d'autres projets. Donc, si vous avez des petits projets de fabrication 3D, il est là pour vous accueillir, vous accompagner et puis même vous former, quoi. D'accord. Alors Teiva, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nous expliquer un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené au projet que tu as créé aujourd'hui? Ok, alors, je m'appelle Teiva Vélonique, j'ai 37 ans. Je suis né à Tahiti, j'ai grandi ici à Tahiti aussi. Qu'est-ce qui nous a amené ici, enfin on va dire qu'est-ce qui nous a amené jusqu'à arriver à ce stade de projet, d'expérience. C'est surtout que j'ai grandi en fait au bord de la mer. Donc mon père il tenait le restaurant du Yacht Club depuis que je suis bébé, je traînais sur les pontons au bord de la mer à regarder l'océan. Et à force, voilà, ça forge pas que un esprit de l'océan, mais ça en fait tu deviens limite l'océan en fait, tu es connecté à l'océan. Donc j'ai fait des régates depuis que je suis tout petit. Donc j'ai fait plein de championnats de France, championnats du monde, championnats d'Europe. J'ai gagné plusieurs fois les Jeux du Pacifique sur différents supports, que ce soit en catamaran, en dériveur, sur des voiliers. Jusqu'à, en fait, il y a à peu près 6 ans, avoir nouvelle renaissance, en fait. Pourquoi? Parce qu'on m'a invité à être capitaine sur Fafaité. Et en fait, j'ai découvert ce que c'était la navigation traditionnelle, avec une autre façon de communier avec la mer, avec l'océan, une autre façon aussi de vivre l'expérience avec des gens. Et depuis, en fait, je donne tout mon temps, mon énergie à ce que la navigation puisse se transmettre, se développer aussi en Polynésie. Et voilà, donc c'est devenu au-delà d'une expérience, c'est devenu un métier, c'est devenu on va dire un nouveau sens à une vie professionnelle, voilà, qu'il faut essayer de partager. D'accord. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas nécessairement la navigation traditionnelle polynésienne, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce qui la distingue des autres types de navigation? Ce qui distingue particulièrement la navigation traditionnelle de la navigation, on va dire, moderne, c'est le fait d'être encore plus connecté aux éléments, parce que tous les éléments vont en fait te permettre de pouvoir naviguer, te diriger, de t'orienter. Alors que sur la navigation moderne, on utilise beaucoup d'instruments, donc que ce soit des compas, des GPS, des radios et ainsi de suite. Alors qu'avec la navigation traditionnelle, on est plus connecté. Il faut savoir quand même vivre avec son temps, avec la sécurité qui est mise en place. Mais voilà, c'est le fait d'aller sur l'eau, de se défaire de tous les instruments, de toute l'électronique, et d'apprendre à regarder la mer, les nuages, le vent, le soleil, les étoiles, les oiseaux, tout ce qui est autour de nous. En fait, tu as un nouveau rapport avec la nature. C'est ça le plus important. Et
Et voilà, et aujourd'hui on est arrivé dans une génération aussi où la nature, il faut enfin pas dire, il faut la revivre, il faut réapprendre à être en communion avec, en cohésion, en symbiose, pardon, en symbiose plutôt. Donc c'est ce qui distingue la pirogue à voile, la navigation traditionnelle de la navigation moderne. Et au-delà de l'aspect de naviguer, c'est aussi une nouvelle art enfin c'est un art de vivre en fait. Mhm. Voilà. C'est lié à la culture, à la pratique culturelle C'est ça. au quotidien. Donc on réapprend les techniques anciennes et de navigation. Donc comment est-ce qu'on arrive à se diriger grâce aux étoiles et au soleil. On apprend à observer chaque petit élément et en fait finalement ben, tu arrives à voir tout plein de détails, tout plein de choses que tu ne voyais pas avant parce que tu étais plus focalisé sur la facilité, sur l'électronique et d'autres choses. Donc même moi à mon âge je redécouvre une autre façon d'apprendre des choses, de connaître des choses et de transmettre aussi des choses. Ce qui est très important et ce qui en fait c'est ce qui aussi permet de garder ma motivation et mon but. Voilà, c'est parce qu'en même temps que je transmets des choses, j'apprends aussi. C'est super intéressant. Alors que on voit le moderne, on va dire, j'étais arrivé à un stade où j'ai tellement pratiqué que finalement, ben, on stagne un petit peu. Donc on a besoin de faire autre chose. Ouais. Voilà. Mais sachant que quand on parle de navigation traditionnelle, il y a quand même un aspect technologique important parce que les pirogues en elles-mêmes sont des éléments, des outils technologiques assez impressionnants qui ont inspiré des modèles de bateaux modernes, etc. Oui, carrément. Bah, faut savoir que dans l'histoire, les pirogues à voile sont les ancêtres des catamarans. Quand Samuel Wallis est arrivé la première fois en Polynésie, donc en 1767, c'est la première fois qu'il voyait un bateau à plusieurs coques et aller aussi vite et être très manœuvrant. Donc après, ils les ont dessinés et 150 ans plus tard, ça a sorti les premiers modèles de catamarans qui ont tout de suite été performants et qui sont aujourd'hui les bateaux les plus rapides sur Terre. Donc voilà, c'est pas un hasard, c'est une continuité de plusieurs choses, de plusieurs rencontres. Donc c'est aussi, voilà, c'est assez important on va dire d'essayer de conserver notre histoire, de conserver ces techniques de construction, de fabrication, de concept de pirogue à voile. Parce qu'il n'existe pas qu'un seul modèle, mais il en existe plusieurs selon la façon dont on veut naviguer. Donc tout ça, ben voilà, faut pas le perdre. Et nous, on est les transmetteurs, les messagers de toute cette histoire, toute cette culture, voilà, qu'il ne faut pas oublier, sinon voilà, on perd notre identité culturelle aussi, quoi. Bien sûr. Et alors du coup concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait ton entreprise aujourd'hui? Parce que donc on voit que c'est effectivement ta passion, ta passion c'est ton histoire, ton patrimoine. Mais du coup comment tu as transformé cette passion, ce patrimoine sans que ce soit péjoratif, en un outil de travail, vraiment quelque chose qui en fait ton revenu, qui en fait ton activité professionnelle? Ben, à la base de notre projet, en fait, comme c'est un projet multiple avec différentes activités, la base de notre projet c'était d'abord de recréer un lien entre la population et la navigation qui a complètement été coupé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population ne navigue plus, elle rame sportivement, mais elle ne navigue plus, elle ne sait plus naviguer comme nos ancêtres le faisaient. Et donc notre première vocation dans notre projet, c'était voilà, de réapprendre à naviguer, donc de créer une école de pirogue à voile qui réapprend aux gens à se connecter aux éléments et à naviguer voilà, à se rapprocher de la mer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans des vallées, même pas très loin de la mer, mais qui n'y vont jamais parce que voilà, l'occasion ne s'y prête pas, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas la connexion. Donc voilà notre première vocation, une école de navigation. Et au-delà de ça, ben, parce qu'on voulait un projet qui soit un peu plus global, on a ouvert notre atelier qui construit aussi nos pirogues à voile. Parce que voilà, il ne faut pas simplement être navigateur et être consommateur d'une pirogue qui a été faite par quelqu'un d'autre. Donc faut avoir aussi construit sa pirogue à voile. Et finalement, bah, c'est comme si cette pirogue à voile avait son âme et qu'elle t'autorisait à pouvoir naviguer avec en toute sécurité, avec tout son mana, toute sa puissance, quoi, hein. Voilà, et le troisième projet, c'était de pouvoir le partager à un plus grand nombre.
Donc tous ceux qui n'osent pas venir apprendre, tous ceux qui n'osent pas, euh, qui ont, voilà, tous ceux qui n'osent pas ben, peuvent venir faire une expérience avec un capitaine. Donc on est là sur de la navigation découverte, accompagné d'un capitaine, et donc on transmet l'histoire, les techniques de navigation, sans forcément apprendre, c'est juste pour découvrir. Ouais. Donc, Sous forme de tour, quoi. sous forme de tour, un peu en mode touristique, donc aussi bien pour des gens qui viennent de l'extérieur que pour les résidents. Et tout ça aussi en mode exploration. Donc apprendre ou réapprendre à connaître son littoral, qui est aussi pour moi une chose importante, parce qu'on connaît, on voit les choses depuis la terre, comment est-ce qu'on regarde les lagons et tout. Mais quand on est sur l'eau, on n'arrive plus on a perdu les repères, on ne sait plus comment observer la terre, quelles sont les différentes choses à observer. Donc voilà, dans ce qu'on fait, on est dans la baie de Matavai principalement, donc il y a la découverte de la baie des îlots du Tara, la Pointe Vénus, le tombeau du roi et bien d'autres choses. Et on se déplace aussi autour de Tréti et Moria et dans certaines îles où on permet aux gens de pouvoir naviguer dans les lagons qui souhaitent. Donc voilà, c'est beaucoup d'énergie pour pouvoir mettre en place tout ça, mais c'est tellement intéressant que finalement on regarde même plus, on est derrière ça, on y va quoi. D'accord. Ok. Donc construction des pirogues, école à voile et tour, on va dire, plus ouvert au grand public. C'est ça. Qui conçoit, qui fabrique les pirogues? Comment vous vous êtes pris? Parce que tu es un associé également qui est caché derrière le mur là, mais comment vous avez fait cette démarche pour retrouver la façon de construire les pirogues? Comment en faire un peu, j'allais dire, un processus un peu industriel? Comment ça marche à ce niveau-là? C'est un flux quand même de collaboration et de connaissances de personnes qui seront compétentes dans différents milieux. Moi, je suis un spécialiste de la navigation, de la pédagogie, de tout ce qui est encadrement. Et on va dire, mais j'ai un associé qui est derrière moi là, qui lui est spécialiste du composite. Donc, composite, c'est la construction de matériaux à base de fibres de verre et de résine ou de plusieurs choses comme ça. Donc, en fait, voilà, on est complémentaires. Donc, l'atelier est géré par une troisième personne qui est aussi lui expert en composite, Mano Alipoula. Et donc en fait, chacun est compétent dans son domaine. Moi, j'ai mis ma part dans la construction des pirogues à voile. Ma part était on va dire d'améliorer le confort, les dispositions de la pirogue à voile. Ok, donc la construction a été faite. Les composants de la fabrication ont été faits par eux. Voilà, et puis comme moi je suis tout le temps sur l'eau, ben voilà, mon associé qui est derrière aussi, ben lui il s'occupe de la gestion, de la compta, et en fait tout ça, voilà, c'est un mix de toutes nos compétences, et puis on essaie de faire ce qu'on peut. Je dis bien de faire ce qu'on peut parce qu'on ne naît pas entrepreneur, gestionnaire, directeur de société. On apprend au fur et à mesure. Donc moi j'ai été très longtemps sur l'eau, moniteur de voile, entraîneur, formateur et tout. Ben, j'apprends petit à petit à faire de la gestion, j'apprends à mieux construire et réparer nos pirogues à voile, j'apprends à mieux établir des relations avec nos partenaires et ainsi de suite. Donc c'est très intéressant. Ouais, j'imagine, effectivement, Voilà. beaucoup de travail aussi. Beaucoup de travail aussi. Voilà, donc, Et à ce jour, vous avez combien de pirogues qui sont sorties de votre atelier alors? ouais, ben, on a commencé la construction des pirogues à voile en juillet 2019. Et l'année dernière, en juin 2020, on a sorti 10 pirogues à voile. Ah ouais. Donc 10 pirogues à voile qui font 9 mètres chacune, qui sont des modèles Holopony. Donc c'est des pirogues qu'on appelle Va'a, Tai et Tautulu, donc c'est des pirogues à voile à 2 balanciers. On a fait ce choix-là aussi pour des raisons sécuritaires et réglementaires, parce que ces pirogues sont homologuées pour 6 personnes et elles permettent l'apprentissage de la navigation à des jeunes publics à partir de 8-9 ans. D'accord. Donc à partir de 8-9 ans, les enfants peuvent monter dessus et être autonomes. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait un adulte ou un moniteur sur la pirogue à voile. Ils apprennent à naviguer en autonomie. Donc on propose ces activités pour des scolaires, donc des classes qui ont des projets pédagogiques liés à la mer. On propose ça aussi pour des associations culturelles, religieuses, de centres de vacances. On propose ça pour
pour des garderies, pour des gens qui veulent apprendre comme toi et moi. On propose ça pour aussi des comités d'entreprise, un peu tout le monde. Donc tout le monde soit sensibilisé. Et à ce jour-là, à ce jour, depuis qu'on a commencé notre école donc en début 2020, donc en janvier 2020, on a accueilli un peu plus de 1000 personnes et on a fait adhérer plus de 250 personnes. C'est-à-dire que 250 personnes ont pris des cours encadrés par un moniteur assuré avec une licence de pirogue à voile. D'accord, c'est déjà un bon démarrage. Ouais, c'est cool. Ok. Et bon, on va faire une petite pause pour entendre un message de nos annonceurs et on se retrouve dans 30 secondes tous les deux. Ok. Yolana, c'est Teiva. Donc toi qui veux apprendre à naviguer sur des pirogues à voile, qui veut te connecter à l'océan, à la nature et à la culture polynésienne, je t'invite à venir à l'école de pirogue à voile. On est ouvert tous les jours. Donc on est sur Facebook ou par mail à avoile@gmail.com. Nous sommes de retour avec Teiva, toujours dans les locaux de son entreprise, producteur, école de navigation et école d'apprentissage de la culture de navigation polynésienne. Alors, Teiva, tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose qui fait parfaitement la transition avec cette deuxième partie de l'épisode. Tu disais qu'on n'apprend pas, qu'on ne naît pas entrepreneur et que on apprend sur le tas. Mais justement, toi qui es un grand navigateur, qui a non seulement fait de la compétition, mais qui a navigué sur des longues distances également, notamment sur Fafaité, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un certain parallèle entre la position de capitaine d'un bateau et celle de chef d'entreprise? Si, donc je disais précédemment que le fait d'être entrepreneur, ça ne s'apprenait pas, c'était pas naturel, mais en fait le leadership, si quand même. Voilà, mon éducation a fait qu'en étant champion de voile, j'ai créé un leadership naturel. Donc à pouvoir gérer plusieurs situations en même temps, à pouvoir évaluer, anticiper des risques, des choses qui vont arriver. Donc ça, on va dire que c'est un peu inné. Bon, je veux dire, ça s'est amélioré au fur et à mesure des années. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt l'apprentissage de ces techniques-là qu'il faut améliorer. Donc on apprend la comptabilité, la gestion, la communication, le management. Donc ça, c'est des nouveaux défis, mais voilà, comme tu dis, voilà, c'est le leadership, l'entrepreneuriat, voilà, c'est pour certaines personnes, on va dire. Ouais. Alors justement, comme tu dis, c'est beaucoup d'apprentissage et tu continues encore aujourd'hui à apprendre dans ce parcours. Alors est-ce que tu peux nous dire, après ces quelques années dans ce projet, quelle a été la meilleure leçon que tu aies apprise et quelle a été la pire leçon? En fait, les deux sont connectés. Pour moi, la meilleure leçon que j'ai apprise, c'est à être patient. Être patient, à ne pas transformer ton envie en agressivité. À ne pas se dire parce que j'ai envie, il faut que j'arrive tout de suite et que tout le monde réponde à mes besoins et mes demandes. Et en fait, tu apprends à être patient, à mieux communiquer aussi, parce que la patience, ça permet de mieux communiquer, à prendre du recul, à plus anticiper aussi la réaction et la réponse des gens. Voilà, et donc la pire expérience, c'est d'avoir cru que avec toute mon énergie que je pouvais convaincre qui je voulais, en fait, c'est un peu transformé en agressivité. Pas méchante, mais voilà, quand tu communiques et que voilà, t'as pas les bonnes réponses, et ben, tu commences à perdre patience, à ne plus vouloir accepter aussi certaines situations, et donc voilà, des fois c'est des situations tendues, alors que essayer de respirer un bon coup, prendre du recul, ben voilà, ça permet de mieux poser les choses. Donc voilà, la plus grosse leçon que j'ai apprise, c'est la patience. Et après, les grosses leçons que j'ai apprises aussi positives, c'est les rencontres. Donc, se dire qu'à la base, on est seul à lancer le projet, mais finalement, beaucoup de gens peuvent se rallier à ta cause et peuvent t'aider. Donc ça, c'est une belle leçon aussi, c'est que on peut créer une communauté qui puisse voilà, s'entraider, s'accompagner, se motiver aussi, parce que la motivation est très importante dans le lancement de activités comme nous. Et si la motivation n'est pas à bloc, dès que tu auras un moment de mou, tu vas vouloir tout arrêter.
tout simplement. Tout envoyer balader. Voilà, voilà, laisser les choses derrière alors que voilà, si tu as la motivation, l'objectif est toujours fixe et tu ne t'éparpilles pas, bah, tu peux y arriver, on y est arrivé donc. C'est un message aussi aux gens, c'est que voilà, c'est qu'avec de la motivation et de la patience, on peut y arriver. Voilà. Alors comment tu as appris, parce que la leçon, prendre une leçon c'est quelque chose, la mettre en application c'est autre chose. Comment tu as fait justement, une fois que tu as compris que la patience est un élément important dans ton parcours d'entrepreneur, comment tu as fait pour la mettre en application, pour l'utiliser et pour faire en sorte que ça t'aide à continuer à avancer? Bah, ça, c'est des petits conseils d'amis à gauche à droite qui eux aussi sont de ce genre de situation et qui ont vécu, je pense, ce genre de situation et qui avec leur expérience, voilà, te conseillent quand même. Bah, c'est déjà des petits conseils comme ça, c'est déjà quand tu reçois des mails qui sont pas forcément plaisants, bah, tu réponds pas tout de suite. Tu laisses le temps, tu laisses 2 ou 3 jours, tu réfléchis un peu, tu essaies de comprendre la position de la personne qui communique avec toi et qui essaie si déjà il y a une communication, c'est qu'il y a un échange, donc comprendre l'échange de l'autre personne. Donc ça, c'est un des premiers conseils. Et puis après, voilà, c'est aussi la patience, c'est aussi comprendre que notre activité, elle est tellement nouvelle que personne ne sait dans quoi s'engouffrer aussi. Au niveau de la réglementation, au niveau des homologations, au niveau des agréments, au niveau de l'activité aussi. Donc on a dû aller au rythme on va dire de la fonction, enfin, des institutions publiques. Donc que ce soit pour homologuer les pirogues à voile, l'agrément et tout, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup, 5 fois plus de temps que je l'imaginais. Et parce que moi j'avais compris tout de suite mon projet, je comprenais l'aboutissement, mais les gens ne savaient pas forcément. Quelque chose qui n'existe pas, les gens ne comprennent pas en fait. Donc ça, voilà, ça fait partie de la patience. Voilà, un jour accepter que les gens, bah, ils ont besoin de bien comprendre, bien que tu leur expliques tranquillement et que après voilà, ça mûrisse dans leur tête et qu'un jour ils te répondent et te disent bah finalement on y va quoi. Voilà, donc c'est la patience. La force de conviction aussi, la capacité à expliquer les choses. C'est ça. Et puis surtout un peu débloquer les a priori des gens. À penser que moi j'ai eu des exemples où pour eux la pirogue à voile c'est du va avec une toute petite voile et qu'en fait faut que ramer. Donc c'est pas adapté pour les enfants, que c'est pas fait pour aller dans l'océan ou que c'est une déformation de notre culture parce qu'on utilise une holoponie qui a été conçue à Hawaï il y a une vingtaine d'années. Ou que voilà, que moi je viens de la voile moderne et que j'ai pas forcément ma place dans la voile traditionnelle. Ah oui, tu as fait face à ce genre. J'ai déjà eu ce genre de réflexion, ouais, oui, parce que forcément ceux qui sont beaucoup dans la culture et tout, ben, se font aussi une vision de ce qu'est la modernité ou dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Et donc des gens bah, te fichent déjà alors qu'ils ne te connaissent pas. Donc voilà, c'est tout ça. Donc c'est la patience. Enfin, je répète ce mot-là parce que finalement c'est le temps. Voilà, le temps a permis de tout aplatir, de tout faire comprendre aux gens aussi. Où est-ce qu'on voulait aller et finalement, ben, limite, ces gens qui étaient un peu réticents au début sont nos meilleurs collaborateurs aujourd'hui. Parce qu'ils ont compris en fait notre énergie, notre motivation, notre objectif final, qui se rapproche beaucoup d'eux en fait. Donc ce qu'ils ont peut-être perçu comme de la peur au début, ben, finalement c'est de la bonne énergie et tout le monde va ensemble. Est-ce que tu penses que du coup la résistance à laquelle tu as fait face de ces gens-là, avec voilà, ces a priori, etc., finalement, toi, ça t'a poussé à être encore plus déterminé, à être encore plus clair dans ton message et que ça t'a apporté quelque chose? Exactement. Donc ce genre de blocage, de frustration aussi que j'ai vécu avec mes anciens employeurs, ça m'a encore plus donné de la motivation. Parce que quand on me fait comprendre que c'est pas possible ou que c'est pas bien ce que je fais, bah forcément on va mettre beaucoup plus d'énergie à convaincre et à défendre son projet et finalement, ben, avec le recul, je les remercie. Je les remercie parce que si tout avait été gentil et rose, ben, j'aurais eu les choses faciles. Finalement, ben, j'aurais perdu de ma motivation. J'aurais réussi, mais aujourd'hui, où est-ce que je serais? Je ne serais pas encore à trouver de nouveaux projets, à concevoir des nouveaux concepts. Alors que voilà, avec tous ces petits blocages, tous ces petits, voilà, toutes ces visions différentes qu'on a chacun les uns les autres, ben, forcément, ça a de l'intérêt pour que la motivation elle reste toujours là, quoi.
Quand quelqu'un me dit, ouais, mais tu sais, ton projet, il n'est pas forcément top, tu vois, moi je leur dis rien, je les regarde, je dis, bah, merci pour tes conseils. Mais derrière, ben, voilà, quand je fais le recul, ben, ça me donne encore plus envie de leur montrer ce dont on est capable et ce dont, en fait, le potentiel de chacun. Mm. Donc, chacun a un potentiel qui ne l'exploite peut-être pas assez dans la vie. Et qu'en fait, voilà, s'il y a des petits déclencheurs qui permettent voilà, de lancer ce potentiel, ben, voilà, faut essayer d'accompagner aussi, quoi. Ouais. Donc, Et- c'est l'intérêt aussi d'avoir des gens en support comme mes associés voilà, qui sont toujours là aussi pour t'aider à enfin, ne pas descendre en dessous du seuil où tu veux tout arrêter. Bien sûr. Ouais, Voilà, vous auto-motiver c'est les uns ça, les autres. c'est ça. Et est-ce que la patience, justement, c'est pas aussi de se dire, bah, ces gens-là que tu n'arrives pas à convaincre, bah, c'est peut-être tout simplement pas le moment et qui viendront peut-être un jour plus tard et que c'est pas si grave que ça. Exactement. Ok. Donc après, c'est peut-être lié aussi à notre âge, notre génération, qui Mm. veut qu'on veut tout maintenant. Mais voilà, c'est une bonne leçon de vie quand même. Ouais, bien sûr. Alors, je rebondis sur les remarques que tu as pu avoir de certaines personnes dans le monde culturel. J'avais eu cette conversation avec Ayula de Speak Tahiti dans un épisode de la saison 1. Alors elle, c'est sur le langage, mais toi sur la navigation polynésienne, mais effectivement la question que certains pourraient se poser, c'est que est-ce que c'est légitime d'utiliser entre guillemets la culture locale, la culture polynésienne pour en faire une entreprise enfin voilà, comment tu as appréhendé ce mélange entre la culture polynésienne et le modèle entrepreneurial qui est d'origine européenne. Est-ce que pour toi la culture polynésienne est par nature entrepreneuriale et que c'est finalement juste d'autres modèles de gestion qu'on applique mais que la culture a toujours été entrepreneuriale? Comment tu as géré un peu cette approche? Ben, la culture entrepreneuriale, je dirais pas jusqu'à ce terme-là, je dirais jusqu'au fait que on vit dans une société, on vit on va dire dans une société qui a sa propre culture. Et pour moi, j'ai toujours envisagé le fait que si on arrive à vivre de notre île, de notre on va dire, culture, enfin, de ce qu'on vit de tous les jours, ça mettra beaucoup plus en valeur les gens que de vivre au crochet ou au crochet d'autres choses, enfin, d'autres choses qui ne nous passionnent pas, qui ne nous vibrent pas, quoi. C'est ça la posture dans laquelle je me suis mis depuis le début. Et en fait, même s'il y a eu voilà, des petites voilà, comme Heoula, des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec le fait qu'on puisse gagner notre vie de la culture, mais il faut se dire aussi que ça permet de faire vivre des gens. Donc j'ai embauché des moniteurs de voile, des capitaines, des gens qui construisent des pirogues à voile. Et quoi de plus beau de mettre en valeur ces gens-là qui vivent et qui transmettent notre culture. Donc avant de parler de la partie entrepreneuriale, il y a aussi le fait que enfin je suis convaincu, hein, grâce aux activités qu'on a mis en place, ça nous permet aussi de pouvoir perdurer notre culture de navigateur. Donc ça se faisait avant avec des associations comme Fafaité, il y en a eu d'autres aussi avant. Mais Fafaité, c'est une très bonne association parce que j'y suis aussi dedans, je suis dans le conseil d'administration, je suis un des capitaines. Mais Fafaité ne peut pas faire ce travail tout seul. Bien sûr. Donc il en faut plusieurs. Donc Fafaité a ses qualités et ses limites aussi. Et nous, on vient prendre le relais de la limite de Fafaité. Donc quand Fafaité ne peut pas emmener des enfants sur l'eau, ben, nous, on est là pour le faire. Quand Fafaité ne peut pas assurer des cours, plusieurs cours par semaine, ben, nous, on est là pour le faire. Donc c'est une complémentarité de ce que devrait être la transmission du savoir-être, du savoir-faire des Polynésiens dans sa culture. Et donc, si des gens se mettent dans cette posture-là, ben, ça ne devrait pas déranger les gens à ce qu'il y ait des moniteurs qualifiés, professionnels, ou des capitaines, ou des gens de maintenance ou de construction. Et moi, je suis carrément content d'avoir proposé du travail à des gens qui puissent vivre de ces connaissances, de ce savoir-faire et de la culture. Et tous les retours qu'on a sont positifs. Donc ça, pour moi, ça ne me gêne pas du tout de travailler dans ce milieu-là. Après, il faut savoir composer avec tout le monde. Donc nous, on est dans le privé, donc on est là
pour générer de l'argent pour qu'on puisse continuer nos activités, puisse payer nos charges, payer nos moniteurs, puis se payer aussi soi-même. Bien sûr. Parce que c'est beaucoup de temps et d'énergie à consacrer et c'est ma seule activité professionnelle. Et d'un autre côté, ben, tu as des gens qui vivent de subventions, qui sont fonctionnaires et donc qui n'ont peut-être pas forcément la même vision que nous. Bien sûr. Donc on ne peut pas avoir un monde que de fonctionnaires ou de gens, on va dire, assistés par les subventions. Donc il faut qu'il y ait un mix de tout ça et que chacun s'accepte les uns les autres. C'est surtout ça le plus important, quoi. Et puis au final, vous avez tous le même objectif, mais avec une approche différente pour le réaliser. Exactement. Donc on ne peut pas reprocher à des gens de vouloir transmettre et de vouloir faire perdurer la culture. Il faut juste s'accepter les uns les autres pour que chacun puisse trouver son équilibre. Et au final, c'est la culture qui gagne de toute façon. Exactement. Donc moi je suis content de pouvoir faire naviguer 10 pirogues dans les îles. Je suis content d'avoir accueilli plus de 1000 personnes. Je suis content d'avoir fait adhérer à 250 personnes à la Fédération des sports traditionnels et l'Association des pirogues à voile. Donc le bilan est assez positif pour que j'arrête de me triturer la tête en me disant est-ce que c'est bien ou pas de faire de l'argent avec la culture. Et en étant polynésien, en ayant grandi en Polynésie, ma mère elle est tahitienne Pomotou, en ayant donné toute ma passion et mon énergie à transmettre mon savoir-faire de la navigation, que ce soit sur des bateaux modernes à l'époque, au Bicat, Optimis et ainsi de suite, et que ce soit sur des pirogues à voile, je pense être assez légitime, avoir ma place dans ce monde-là pour faire ce qu'il y a à faire et continuer, parce qu'on a d'autres projets qui arrivent. Et qu'en fait, aujourd'hui, un autre truc aussi je viens d'y penser, c'est que si j'avais pas fait ça, je ne serais pas aujourd'hui demandé par d'autres associations de culture ou de navigation pour monter des projets avec eux. Donc je suis devenu un peu une référence dans la navigation grâce à tout ce qu'on a fait, même si elle est de nature privée. Et donc ça, c'est bien, quoi. C'est ce qui nous fait avancer, quoi. Donc ça, c'est le côté positif pour que là, ça continue. Et puis les trucs négatifs, on les écoute, on les encaisse. Et puis voilà, ça nous donne de la force pour avancer finalement, voilà, comme on a dit tout à l'heure. Super, excellent. Alors avant de faire une deuxième pause, dernière question par rapport à l'expérience que tu as acquise au travers de ce projet. Si tu avais la possibilité de changer une chose de ton parcours entrepreneurial, tu te dis aujourd'hui, si j'avais fait ça différemment, si j'avais pas fait, etc., qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ça aurait été? Ça aurait été un peu plus jeune dans mon parcours professionnel, de m'être ouvert un peu plus vite à différents mondes de professionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que j'ai 17 ans, j'ai passé mon monitorat de voile. J'ai fait des études à l'université, mais j'ai quasiment donné tout mon temps à être moniteur de voile. Et même si c'est ma passion et que ça me faisait avancer et que j'étais content, finalement, j'ai pas appris à faire de la comptabilité, par exemple, ou à faire de la gestion, ou à communiquer. Et c'est aujourd'hui les points que je dois améliorer dans mon quotidien d'entrepreneur qui manque un peu. Ouais. Donc avoir appris un peu plus tôt à comprendre un peu mieux le milieu professionnel ou le milieu, on va dire, financier. D'accord. Voilà. Pas catastrophique. Non, ça va. Mais voilà, des fois on perd du temps parce que on n'a pas appris à faire des choses simples. Ouais. Simples pour des gens qui ont fait ces formations. Donc on a fait aussi des erreurs. Hein. On a fait des erreurs, on a perdu de l'argent, perdu de la crédibilité au début. Pas forcément dans ce projet, mais dans un autre juste avant. Mais quand on a 37 ans, on se pose toujours des questions, savoir où est-ce qu'on en est dans la vie et tout. Voilà, c'est le seul petit point que j'aurais pu améliorer avant, donc petit regret. Voilà. Je te rassure, la compta, j'y connais rien non plus. Ok, alors on fait une deuxième pause pour entendre un message de nos annonceurs. On se retrouve juste après. Rana, c'était Eva. Donc si vous voulez vivre une expérience de navigation traditionnelle avec un capitaine pour découvrir et explorer les lagons, l'océan avec une pirogue à voile, donc que ce soit en famille, entre amis ou en couple, on propose des navigations découvertes avec Moana Explorer sur Facebook,
ou par mail à moanaexplorer@gmail.com. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode, toujours en compagnie de Teiva, à discuter entrepreneuriat, navigation et similarités entre les deux. Alors, Teiva, avant justement, comme un bon capitaine de bateau, de regarder à l'horizon, une petite question piège que j'aime beaucoup poser à mes invités parce que ça révèle très souvent le cœur de l'expérience de l'entrepreneuriat. Mais est-ce qu'il y a une chose qui t'est arrivée ou que tu as faite pendant ton parcours d'entrepreneur à propos de laquelle tu n'as jamais vraiment osé parler en public et que tu pourrais révéler sur le podcast Curious Buzz aujourd'hui? Oh là là. Entrepreneurial. Non, j'ai pas vraiment de choses que j'ai cachées. Sans forcément dire caché, mais dont tu parles pas forcément, dont tu dis bon ça, je préfère que les gens ne savent pas, ou sans que ce soit quelque chose d'excessivement gênant. À ce propos-là, non. Moi, pour moi, les plus grosses choses que je pourrais dire, c'est que je n'ai pas faites. Surtout, c'est ne pas avoir assez communiqué sur ce que je faisais. Donc, ça a mis certaines personnes dans le flou, dans les questionnements. Mais alors, de choses que j'aurais pu cacher, je sais pas là. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit là. C'est bien. Globalement, tu es assez ouvert quand même pour partager son expérience. Ouais. Désolé pour ta question, Philippe. Ok, ça marche. Alors regardons vers l'avant justement. Comment tu vois l'avenir à court et à long terme pour toi, pour ton entreprise et pour notre Fénois? À court terme, en fait, ce serait d'essayer de mieux convaincre tout l'environnement dans lequel on est, donc que ce soit les écoles, enfin quand je dis les scolaires en globalité, les associations, les comités d'entreprise, les personnes qui comprennent notre démarche et qui viennent tenter l'expérience. Donc ça c'est à court terme, donc c'est mieux communiquer, mieux être vu, pardon. Et à plus long terme, c'est de créer des nouveaux supports sur lesquels on pourra faire immerger les gens dans leur culture. Aujourd'hui, on a des pirogues à deux balanciers, des Vatek Totolu Holopuni. Demain, ce sera des petites pirogues doubles. Et peut-être dans 5 ans, ce sera des grandes pirogues à voile de 18-20 mètres de voyage, des pirogues doubles. Donc voilà les projets à plus long terme. Et c'est ce qui me permet de garder la motivation, c'est que finalement, on n'est pas arrivé, on est loin d'avoir abouti au résultat quoi en fait. Donc au final, encore. C'est ça. Donc je veux même annoncer ce que je vais faire là. Donc là, le projet dans moins de 5 ans, ce serait de construire une grande pirogue à voile pour que des classes puissent venir naviguer. Donc un peu comme se fait Farité au niveau de l'accueil. Mais au-delà du scolaire, en fait, c'est surtout de pouvoir faire vivre aux gens une expérience de navigation hauturière traditionnelle comme les anciens le faisaient entre les îles. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une sortie sur les Tuamotu ou au Rarumate en catamaran de charter, ça serait de faire sur une pirogue à voile. Et qu'en plus de ça, les gens qui viennent à bord sont des acteurs, c'est-à-dire qui font l'écart avec l'équipage, qui participent à faire à manger, qui participent à faire la navigation traditionnelle, donc observer les étoiles, le soleil, les oiseaux et tout. Et donc voilà la prochaine étape dans laquelle je veux faire vivre les gens, qui est complètement différente de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que voilà, c'est un projet qui me fait vibrer quoi. Tu prends les réservations déjà? Parce que moi je suis partant. Voilà, c'est ça. J'ai jamais eu le temps de bien naviguer sur le Fafaité, mais là. Ce serait top de faire vivre ça quoi. En plus de ça, ça va me permettre de pouvoir former des nouveaux capitaines et moniteurs qui vont pouvoir encore mieux accompagner ces nouvelles personnes, nouveaux prospects et tout. Donc voilà, faut garder le cap, faut garder la tête sur les épaules, rester patient et continuer. Et puis peut-être un message aussi à faire passer, c'est voilà, s'il y a des gens qui seraient capables de nous aider à aller chercher des investisseurs, je fais pas un message directement aux investisseurs, mais des gens qui sont compétents à aller monter des dossiers, à m'aider à trouver des investisseurs parce que je ne sais pas le faire. Donc c'est ça, voilà, c'est l'entraide qu'on devrait avoir entre aussi entrepreneurs. Donc pas que compter les sous, c'est aussi s'entraider et puis voilà, faire marcher notre économie en échangeant nos compétences et nos expériences. Donc du coup, ton futur, tu le vois positif? Je vois toujours d'un point de vue personnel, très positif.
très positif parce que ça va peut-être rendre plus de gens heureux, plus de gens connectés à sa culture, plus de gens qui vont connaître notre culture aussi, des gens qui sont de là de passage, plus de gens qui vont se rapprocher de l'océan. Il y a tellement de sujets positifs que ben voilà, on peut que rester positif. L'océan, ça reste positif. L'environnement, la nature, ça reste positif. La culture, ça reste positif. Donc, il n'y a rien qui m'empêche d'avancer et qui va altérer cette ambition et cette motivation, quoi. D'accord. Et pour le Fénois, optimiste, positif aussi ou... Optimiste pour le Fénois, on va dire oui, je suis optimiste. Mais c'est peut-être un lien aussi avec ce qu'on fait, c'est qu'il faut toujours garder en tête son identité et quelles sont nos valeurs qui font qu'on est polynésien et qu'on arrive à avancer dans les choses. Parce que voilà, peut-être que c'est mon avis personnel, peut-être que plus on se éloigne de notre culture et notre identité, plus on va dire on standardise notre société. Et en fait, on ne crée plus de motivation, on ne crée plus de lien entre les gens, on devient standard et puis on va rencontrer dans certains soucis ou problèmes que rencontrent tous les grands pays en fait. Ouais. Donc les écarts de richesse, la dépendance à la technologie, voilà. Donc, l'identité c'est un élément fondamental. C'est peut-être un des points sur lesquels les gens vont pouvoir s'identifier en tant que Polynésien et donc ne pas rentrer dans une standardisation aussi. Donc chaque culture dans le monde a sa personnalité, a sa force. Et je pense que les gens les plus heureux dans le monde, c'est ceux qui sont encore assez proches de leur culture et qui sont restés connectés à leur nature et leur identité, quoi. Voilà. Super message. Alors justement, dernière question pour toi, avant de clore cet épisode. Si tu avais une recommandation à donner à nos auditeurs, notamment ceux qui nous écoutent parce qu'ils envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais, au travers de mon vécu, c'est d'avoir la conviction de faire des choses positives pour la société, pour la nature, et que la seule motivation ne doit pas être juste gagner de l'argent. Il faut être en équilibre entre, bien sûr, pouvoir vivre de ça, mais aussi avoir un impact positif sur tout ce qu'on a autour de nous, sur notre environnement. Quand je dis environnement, ce n'est pas que la nature, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Voilà, et puis rester connecté entre les gens et ne pas se standardiser, ne pas s'éloigner, ne pas rester égoïste. Voilà, c'est peut-être un des gros soucis de la vie aujourd'hui, c'est l'individualisme aussi. C'est qu'aujourd'hui, l'individualisme sépare les gens à penser qu'à son propre profit. Donc ça revient à ce que je disais au début, c'est ne pas penser qu'à l'argent, c'est d'être en symbiose, en équilibre avec tout ce qui est autour de nous. Et puis tant que ça puisse nous faire vivre, c'est positif, quoi. L'argent comme moyen, peu une fin. Voilà, comme tu dis. Très beau message. Teiva, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me recevoir et de recevoir directement nos auditeurs dans tes locaux. Bon vent, comme on dit à tous les marins, dans ton projet. C'est un beau projet qu'on aime à suivre, ne serait-ce que pour les belles photos que tu partages de tes navigations. Et j'espère te retrouver un jour à bord d'une de tes pirogues pour aller naviguer avec toi et en apprendre plus sur cette belle navigation. Bon courage, merci de nous avoir reçus et à très bientôt. Oui, merci Philippe aussi de passer du temps avec des entrepreneurs comme nous qui ont des passions et des motivations. Puis merci à tous ceux qui veulent se connecter à quelque chose de fort et d'intense. Donc on vous attend sur les pirogues à voile et puis faire vivre une expérience unique. Et merci aussi Philippe de partager tout ce qu'on fait, même si c'est pas forcément ton milieu, mais je vois que tu as beaucoup de passion à nous suivre, quoi. Voilà. Merci Teiva. Voilà, c'était donc le second épisode de la saison 2 des Curious Buzz et j'espère que cette conversation avec Teiva vous aura donné envie de monter à bord de sa pirogue, de son projet et de cette belle culture de la navigation polynésienne. Mais au-delà de ça, j'espère que cet épisode vous aura aussi donné de nouveaux conseils, une nouvelle approche de l'entrepreneuriat au travers d'une mission et surtout d'une identité forte, celle de Teiva avec sa culture polynésienne. A très bientôt pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. Nana.